bien, bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être ici, en contrée lilloise, depuis mon pays méditerranéen. Merci Fares. Je suis... Merci. Et je suis ravie d'être aux côtés de mes collègues Hugo Bernalicis, Adrien Quatennens et aux côtés des candidats de cette belle liste de l'Union populaire, Linda Kebaz, Brahim Ben Ali, Philippine Eman et Aurélien Lecoq. C'est vrai qu'on est fiers de voir cette liste si bien portée, si bien représentée. On voit ici des candidats de choc, des candidats prêts et prêts au combat. Et finalement, c'est ce dont on a besoin dans la période, parce que quand on fait le bilan de la législature européenne dans la période 2019-2024, finalement, ce qu'on voit, c'est que ça a été une période où on a sauté de crise en crise. Ça a commencé, on l'a déjà oublié, mais en fait, avec la sortie d'un pays européen, le Brexit. On a enchaîné avec la crise Covid, la crise liée à la pandémie, le retour de la guerre avec la guerre en Ukraine, et puis, depuis début 2024, la mobilisation des agricultrices et des agriculteurs qu'on a connue très forte en France, mais qui a traversé en fait les pays européens. Et puis, lorsqu'on regarde la gestion de la pandémie en Europe, cela a été révélateur des fragilités de l'Union européenne, mais aussi de la possibilité de faire autrement que l'austérité et que les traités européens, parce qu'il a été possible, par exemple, d'assouplir les règles du pacte de stabilité budgétaire. Vous savez, ce qui dicte l'austérité, notamment l'austérité ici en France. Et pourtant, dès la sortie de crise, reprise des vieilles habitudes, des mauvaises habitudes, et on le voit déjà en ce moment-là, avec Bruno Le Maire qui annonce à nouveau des économies de pas moins de 10 milliards d'euros. Donc en fait, lorsqu'on fait le bilan, au Parlement européen, on a les groupes et les eurodéputés qui défendent ou qui s'accommodent à minima des traités et de l'austérité, et puis ceux qui s'y opposent, qui luttent de toutes leurs forces. Et en fait, finalement, cela se rétrécit à un groupe, le groupe de la gauche, qui est mené par Manon Aubry, et qui est un peu seul à porter la voix de la paix, par exemple, la voie de la paix en Ukraine, la voie de la paix à Gaza. Alors notre candidate Rima Hassan le fait très bien, évidemment, de porter la voie de la paix à Gaza. Aujourd'hui, je lis qu'une tribune co-signée par Emmanuel Macron est parue appelant à un cessez-le-feu. Ça fait 6 mois maintenant que les bombardements ont lieu à Gaza. Ça fait 6 mois que maintenant on en est à un bilan de plus de 33 000 Palestiniennes et Palestiniens qui ont été massacrés, plus de 75 000 blessés, 1,7 million de déplacés, 95% de la population est en risque de famine et 85% des infrastructures sont détruites ou quasiment détruites. Si bien que même les soutiens inconditionnels à Netanyahou et à sa politique mortifère aujourd'hui se font tout petits sur leur siège à l'Assemblée. Souvenez-vous des hurlements, des huées que nous nous prenions dans la figure au tout début, il y a 6 mois, lorsque nous alertions sur le risque de guerre généralisée qu'il y avait, et en tout cas sur le risque de guerre qu'il y avait de la part d'Israël et du gouvernement de Netanyahou en Palestine. Eh bien, on les entend beaucoup moins désormais. Et aujourd'hui, le temps des tribunes est quand même bien passé. Il s'agit de faire appliquer la décision de la CIJ qui veut qu'on empêche le génocide dans cette zone-là. Si bien que même en Israël, désormais, il y a des mobilisations contre le gouvernement de Netanyahou. Et donc nous sommes la seule liste à défendre la paix, à défendre le cessez-le-feu, la désescalade, partout et tout le temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le documentaire reportage de Acrimed et Blast sur le traitement médiatique de ce qui se passe au Proche-Orient, franchement, regardez-le, parce que c'est édifiant sur la façon dont on traite ça en France en particulier. Mais vous savez, nous, à l'Assemblée, on a reçu les médecins de Palmette, cette association qui déplace des médecins, notamment à l'hôpital de Rafah, un des derniers qui tient à peu près debout, et qui sont venus nous faire un témoignage de personnes traumatisées en fait par ce qu'ils ont vu, si bien qu'à la fin en fait on ressortait de là absolument bouleversé. C'est impossible de rester indifférent. Et je me souviens de cette médecin qui disait que
en fait, elle se posait la question de savoir si on n'était pas devenu fou de devoir insister sur le fait qu'en fait le bon sens c'est d'empêcher que des enfants, des femmes se fassent massacrer comme c'est le cas. On lui demandait de répéter et est-ce que tu es sûr vraiment de ce que tu as vu? Est-ce que tu es sûr en fait que ce ne sont pas des comédiens? Parce qu'à un moment donné, il y avait cette rumeur-là, entraînée par les médias en France. Enfin oui, on a l'impression des fois qu'on est un peu dans une folie collective. Alors c'est le moment de revenir un peu aux sources humanistes. Et je parlais là de la série de crises qu'on a traversées depuis 5 ans au niveau européen, hein, mais qui en fait est l'exacerbation de toutes sortes de dérives lentes, libérales, sociales, et nous sommes en fait à ce point culminant qu'on connaît en particulier en France. Et donc je pense que revenir aux sources, c'est aussi entendre les agriculteurs et soigner les agriculteurs et ce qui se trouve dans nos assiettes aussi en tant que consommateurs. En France, après la crise des Gilets jaunes, après la gestion autoritaire de la pandémie, les mobilisations contre la réforme des retraites, les mobilisations contre la loi immigration, début 2024, c'est les manifestations d'agricultrices et d'agriculteurs. Et aujourd'hui, il faut quand même souligner que c'est un jour dont on se félicite particulièrement puisque nous avons obtenu, avec le groupe parlementaire, le retrait de la loi d'orientation agricole. La loi agricole qui était vantée par le gouvernement, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, que ça allait répondre à toutes les problématiques, etc., etc. Eh bien, notre groupe a saisi le Conseil constitutionnel et la présidence de l'Assemblée et a obtenu le retrait de la loi parce qu'il manque 2-3 choses, et notamment une étude d'impact. Il n'y avait pas d'étude d'impact sur la loi qui devait nous en mettre plein la vue. Donc c'est un désaveu de plus pour le gouvernement. Et que demandent les agriculteurs et les agricultrices? D'abord, une juste rémunération. Les profits de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, c'est plus 132% en un an. Pendant ce temps, on voit le mal-être grandissant parmi les agriculteurs, le nombre de suicides dans la profession, chez les agriculteurs qui augmente en permanence, le nombre d'exploitations qui doivent fermer. Et puis, ce qu'ils demandent au hasard, c'est aussi la fin des traités de libre-échange. Or, un seul groupe vote contre les traités de libre-échange au Parlement européen. C'est le groupe de la gauche mené par Manon Aubry. Et pourtant, vous avez vu qu'en ce moment, tout le monde est unanime à critiquer la politique agricole commune, à critiquer les traités de libre-échange. On a l'impression que tout le monde est revenu à la raison, que presque tout le monde est devenu insoumis ou candidat de l'Union populaire. Pourtant, je veux dire, le dernier accord de libre-échange, il a été signé en novembre 2023, par le même gouvernement aujourd'hui qui nous explique avoir tout compris. C'était le traité entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui prévoit une augmentation de 30% du commerce entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande en l'espace de 10 ans, qui prévoit au hasard, donc c'est une distance de 20 000 km, 20 000 km, c'est une des plus longues qu'on puisse faire à travers le globe, que puissent être importées depuis la Nouvelle-Zélande 164 000 tonnes de viande bovine, 10 000 tonnes de viande bovine, 36 000 tonnes de beurre, 25 000 tonnes de fromage, toutes sortes de produits qu'on ne sait pas faire, nous, en France, évidemment, et qui va venir apporter une concurrence déloyale supplémentaire à des filières qui sont déjà bien mises à mal par les traités de libre-échange précédents, puisqu'on est la zone qui a signé le plus de traités de libre-échange, plus même que les États-Unis. Et il n'y a eu aucun vote à l'Assemblée nationale sur un traité de libre-échange depuis le CETA en 2019. Moi, j'y étais pas, vous y étiez. Et pourtant, très récemment, le Sénat, via une niche parlementaire, a voté contre cet accord du CETA. Donc, quand on demande aux élus de la nation de se prononcer, ils le disent en fait qu'on est contre ces accords-là. Donc, en somme, ces accords de libre-échange, d'abord, c'est un désastre écologique, parce que faire transbahuter des marchandises sur d'aussi grandes distances, à aucun moment, en fait, c'est un bienfait pour la planète. Et pourtant,
l'ancien ministre du Commerce extérieur, qui n'a pas été renouvelé, qui est redevenu député, parlait, quand on l'interrogeait là-dessus, avant la signature en catimini par le gouvernement du traité avec la Nouvelle-Zélande, parlait d'une révolution, du fait que l'humain et la planète seraient au cœur de l'accord, malgré le fait que, et je veux dire faisant fi du fait que l'étude d'impact de la Commission européenne même dit que c'est désastreux et qu'en tout cas il y a des zones d'ombre ou à minima une augmentation des gaz à effet de serre, parce que lorsqu'on fait transbahuter des marchandises sur 20 000 km, comment pourrait-il en être autrement? C'est un désastre social et sanitaire par la mise en concurrence des agricultrices et des agriculteurs d'un bout à l'autre du globe, et parce que ça autorise par exemple, juste ce traité-là, l'importation de viande empoisonnée à l'atrazine, un désherbant qui est interdit dans à peu près tous les pays européens. Donc on va mettre en concurrence de la viande empoisonnée avec la viande qu'on voulait de qualité en Europe. Et ça arrive dans les assiettes dans lesquelles nous on mange derrière. Et donc c'est un désastre démocratique, puisqu'à chaque fois, en fait, les parlements nationaux sont contournés, et qu'au même moment que le traité entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande était ratifié, avaient lieu déjà les négociations avec le Chili, avec le Kenya, qui ont été ratifiées là, en février, et les négociations avec le Mercosur. Puisque, il ne faut pas s'y tromper, vous avez entendu le gouvernement expliquer que oui, c'est bon, on suspend le Mercosur. Ce n'est pas vrai, ce sont des menteurs, la Commission européenne continue de négocier, ils le savent très bien et ils ne font rien pour l'empêcher. Et de la même façon que vous avez entendu la candidate macroniste expliquer que oui, ok, le CETA a été rejeté au Sénat, mais pour autant, ça pourra s'appliquer quand même. Déni démocratique. Et puis, que dire de l'extrême droite, les eurodéputés du Rassemblement national, qui ont une grande bouche pour dire qu'eux aussi, ils défendent les agriculteurs, que c'est eux les représentants des agriculteurs, mais qui ont piscine quand il faut voter contre les traités de libre-échange. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher quand même, mais que dire des eurodéputés socialistes, écologistes, qui ont beaucoup de grands discours sur les valeurs européennes, sur les principes à défendre représentés par l'Union européenne et nos alliés, les États-Unis, etc. Mais qui sont dans des groupes qui, eux, signent tous les traités, ou une grande partie, en tout cas, des traités de libre-échange. Et puis qui vont avoir des espèces de contorsions verbales pour expliquer que oui, mais eux, personnellement, non. Ah, mais d'accord, mais vous faites partie de groupes qui, en fait, défendent la politique d'Ursula von der Leyen. Et donc, vous êtes tous dans le même sac. Il n'y a que nous qui sommes différents. Nous sommes les défenseurs des agriculteurs de ce pays. Bref, il est temps, effectivement, de voir mis en place la bifurcation écologique, la bifurcation sociale et sanitaire, la bifurcation démocratique, et c'est clair que les crises récentes, Covid, guerre en Ukraine, devraient nous conduire à retrouver le chemin de la souveraineté, de la relocalisation et du protectionnisme. Eh bien, il y a une liste qui porte tout cela, c'est la liste de l'Union populaire conduite par Manon Aubry. Vous savez quoi faire le 9 juin.